Mark Ellison, 39 ans, habite un paisible hameau du nord du Kansas. Divorcé 2 fois, mes journées se résument à un café matinal et à un travail sans enthousiasme. Le soir, je suis absorbé par George, mon affectueux aspirateur. Oui, ce nom est sincère. C'est George. De mes rêves à mon rôle de mari, je suis devenu le voisin d'à côté, réparant les lumières, entretenant les pelouses et feignant de m'intéresser au match de baseball du dimanche. À ma gauche se trouve Caroline Hayes, 59 ans, veuve depuis plus de 20 ans. Son époux, Robert, est décédé prématurément dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 38 ans. Depuis, elle vit seule avec son compagnon à 4 pattes, Oliver, sirotant du thé vert, écoutant Elvis sur un phonographe ancien et plantant des pétunias devant son allée, quel que soit le public. Cette femme qui semble toujours avoir une solution à chaque problème tout en gardant sa vie privée secrète, est ma voisine depuis 9 ans. Ni amie ni connaissance au sens traditionnel du terme, mais plutôt une camaraderie silencieuse entre nous, à travers nos échanges quotidiens de salutations et nos demandes de renseignements occasionnels. À mon insu, cette figure énigmatique, avec laquelle je conversais peu chaque mois, allait radicalement changer ma vie. Le déclic fut un timide coup frappé à ma porte, tard un mardi, à la fin de la nuit du mercredi. Mon aspirateur, Georges, se tenait tranquillement dans son coin tandis que je zappais paresseusement les chaînes sur la télécommande, les yeux lourds de sommeil. Le ventilateur ronronnait monotone, comme un félin satisfait. Juste au moment où le sommeil allait m'envahir, je l'entendis. Un coup frappé. Sans force, mais distinct. J'ai d'abord cru à la télévision, mais le coup se répéta. À minuit précis, je me suis levé du canapé. Jetant un coup d'œil à travers le rideau. J'ai aperçu Caroline, sur ma véranda, trempée par l'eau qui coulait de ses vieilles pantoufles. Ses cheveux étaient en bataille, son visage pâle et ses yeux écarquillés, emplis d'un mélange de perplexité et de terreur. J'ai ouvert la porte précipitamment. Marc, a-t-elle murmuré d'une voix rauque, ma cuisine est inondée, ça gicle. J'ai enfilé mes chaussures, pris une lampe de poche et je l'ai accompagnée dehors. L'air nocturne était lourd et oppressant, comme avant un orage. Sa maison semblait toujours aussi ordonnée, mais ce soir, elle rayonnait d'une énergie inhabituelle. Un torrent d'eau coulait sous la porte de la cuisine. En entrant, j'ai immédiatement compris la gravité de la situation. De l'eau jaillissait de sous l'évier, formant une flaque brillante sur le linoléum. Pour tenter de le fermer, j'ai indiqué les vannes vétustes. Elles sont bloquées, a-t-elle dit, la mémoire lui faisant défaut quant à l'emplacement de la vanne principale. Je la rassurai, gardant mon calme. Je trouverai le problème, et arrêterai l'eau. Descendant à son sous-sol, guidé par la lumière d'une torche due à une ampoule grillée, je découvris une atmosphère chargée d'odeurs de terre humide, de peinture défraîchie et de livres moisis. Dans un coin reculé, je finis par découvrir la vanne principale et la fermai. De retour à l'étage, Caroline se tenait au milieu de l'inondation de la cuisine, serrant fermement un seau. Je déclarai qu'il était fermé. Elle laissa échapper un long soupir, comme si elle le retenait depuis une éternité, puis des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle murmura « Je suis désolée ». Elle n'avait personne d'autre à appeler que moi. La voir, épuisée et seule, me serra le cœur. Une canalisation cassée au cœur de la nuit la força à demander de l'aide. « Tu as bien agi. Je l'en ai informé. La situation aurait pu être plus grave. Je ferai venir un plombier demain, ou je la réparerai moi-même, si ce n'est pas compliqué. » C'est gentil, merci. J'ai pris des serviettes dans son armoire à linge et je l'ai aidée à nettoyer le sol. Elle errait nerveusement dans la cuisine, s'excusant sans cesse, visiblement gênée, et me proposant du thé et des pantoufles. J'ai refusé, mais elle a insisté. « On ne reste pas jeune en attrapant un rhume, » a-t-elle dit. Nous avons fini dans son salon. Oliver Eto est resté sur l'accoudoir du canapé, m'observant attentivement. Le thé était infusé au citron et à la menthe. Caroline s'est enveloppée dans une couverture, et le silence paisible qui s'en est suivi n'a pas été inconfortable. C'était relaxant et serein, comme le silence entre deux chansons sur un vinyle. « Marc, murmura-t-elle doucement, tu m'as toujours semblé quelqu'un de fiable. Pas trop bavard, mais pas détaché non plus, simplement ordinaire. Je ne me suis pas senti ordinaire depuis un moment. C'est rafraîchissant. 2. Tu as fait le bon choix. Je le lui ai dit. Le résultat aurait pu être désastreux.
Je te réserverai un plombier demain. Ou peut-être que je peux le réparer moi-même si ce n'est pas trop compliqué. Ta gentillesse m'étonne. Merci. J'ai trouvé des serviettes dans son armoire à linge et je l'ai aidée à passer la serpillière. Elle a couru dans la cuisine avec une énergie débordante, s'excusant à plusieurs reprises, visiblement gênée, et m'offrant du thé et des pantoufles. J'ai refusé, mais elle a insisté. On ne prolonge pas sa vie en tombant malade, a-t-elle dit. Nous nous sommes installés dans son salon. Oliver était allongé sur la coudoir du canapé, m'observant attentivement. Le thé était infusé au citron et à la menthe. Caroline s'est enveloppée dans une couverture, et le silence paisible qui a suivi n'était pas gênant. Il était apaisant et serein, comme la pause entre deux chansons sur un vinyle. « Marc, murmura-t-elle doucement, tu m'as toujours semblé être une personne fiable. Pas trop bavard, mais pas distant non plus, juste moyen. Je ne me suis pas senti normal depuis un certain temps. C'est revigorant. » J'ai souri avec hésitation, incertain des mots à prononcer. Pour la première fois depuis des années, j'éprouvais un sentiment d'indispensable. Au moment de partir, elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. « Merci de ne pas m'être endormi, » lui a-t-elle répondu en souriant. « Ou du moins de ne pas avoir ignoré mon coup, » ai-je répondu. « Tout le monde n'aurait pas répondu. Tout le monde n'aurait pas frappé, » ai-je rétorqué. « Bonne nuit, Caroline. » Je suis rentré chez moi. Il était 0h17. 17 minutes s'étaient écoulées, mais cela m'a semblé une éternité. Allongé dans mon lit, je n'en avais plus conscience. Songeais à la façon dont un instant fugace pouvait tout changer. Un coup à minuit, et le monde semblait déjà différent. Une part de moi avait changé. Peut-être pas pour toujours, mais suffisamment pour qu'à mon réveil le lendemain, ma première pensée ait été d'aller voir Caroline, ce qui me semblait substantiel. Après cette nuit, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Mon sommeil était agité, hanté par des rêves fragmentés de jets d'eau incessants. À l'aube, le ciel perdit sa teinte nocturne. Le chien d'un voisin aboyait après les pigeons tandis que je sirotais mon café dans ma cuisine, observant la maison de Caroline. Les rideaux étaient restés fermés, suggérant qu'elle dormait paisiblement. J'étais content qu'elle puisse se reposer cette fois. Sans prévenir, je me retrouvai sur son porche à 9h, une boîte à outils à la main. Aucun appel préalable, seulement un coup frappé. La maison était aussi silencieuse que d'habitude. En ouvrant la porte, Caroline se tenait là, calme et pourtant épuisée, une tasse à la main et vêtue d'un pull bleu rarement vu. « Bonjour, dis-je. Je suis ici pour évaluer la zone inondée. » Elle me rendit un petit sourire timide mais sincère. « Tu es toujours si ponctuel, Marc. Tu organises les catastrophes par créneau horaire ? Si quelqu'un jetait un coup d'œil à mon garage, il comprendrait la validité de cette affirmation. » Nous entrâmes dans la cuisine. Le sol était presque sec, mais le meuble sous la structure en bois de l'évier était visiblement gonflé. M'agenouillant, j'ouvris la porte pour découvrir une scène familière. Un vieux tuyau en cuivre, apparemment fin, avec un raccord corrodé. En effet, ce n'était pas surprenant que ce tuyau ait éclaté, pensai-je à voix haute, en examinant méticuleusement les dégâts. Il semblait que ce tuyau soit plus vieux que moi. Pas étonnant, acquiesça-t-elle. Robert et moi avions acheté cette maison en 1995 et nous n'avions jamais touché à sa plomberie. Il avait toujours pensé que si ça fonctionne, il ne fallait pas y toucher. J'acquiesçai simplement. Le fait de serrer mes outils me donna une étrange détermination. Je commençai à dévisser les vieux raccords avec précaution pour éviter tout dommage supplémentaire. Mes pensées tourbillonnaient, mais mes mains restèrent fermes. « Un peu de café te conviendrait-il » demanda Caroline. « Seulement si la cafetière avait résisté à l'inondation, » répondis-je. Pour la première fois, elle rit doucement, un rire exempt de lassitude. C'était le cas. Au moins l'un de nous avait réussi à éviter les dégâts dans cette épreuve. Elle a posé une tasse sur le comptoir à ma portée, et je l'ai attrapée sans me lever. À cet instant, nos mains se touchèrent brièvement. Le contact était léger, mais palpable. Elle ne se rétracta pas et ne s'excusa pas. Au contraire, elle le maintint. Je levai les yeux et vis une transformation sur son visage. Ce n'était plus l'expression inquiète et perplexe de la veille. Elle était douce, légèrement exposée, mais plus fragmentée, suggérant qu'elle cherchait quelque chose en moi. Peut-être du réconfort,
ou simplement quelqu'un qui ne partirait pas une fois le problème de plomberie résolu. Elle ne savait pas qui appeler d'autre, me confia-t-elle. Ses mots étaient directs, sans dramatisation, mais ils résonnèrent profondément. Ce n'était pas tant un compliment qu'une marque de confiance, c'était un aveu. « Tu as pris la bonne décision », répondis-je doucement. Un changement s'opéra en moi. J'étais d'abord venu comme le voisin serviable avec une boîte à outils. Maintenant, je me tenais là, une tasse de café à la main, sa main contre la mienne, et une chaleur inconnue s'engouffrant dans ma poitrine, sans rapport avec le chauffe-eau. Je poursuivis prudemment la réparation. Elle occupait une table proche et m'observait travailler. Silencieuse, elle restait près de moi sans me distraire ni me gêner. Sa présence était plutôt apaisante. « Avez-vous l'habitude de tout faire seul ?» demanda-t-elle après un moment de silence. « Généralement, oui. Ce n'est pas de l'arrogance, juste de la routine. Et vous ? » ? Probablement pareil. Je me suis habitué à l'autonomie, d'abord par nécessité, puis par habitude. Lorsque je me suis tourné vers elle, son ton était dépourvu d'apitoiement ou de plainte. Elle se contentait d'énoncer un fait. Plus tard, elle a jeté un coup d'œil vers la fenêtre. Maintenant, a-t-elle avoué, il y avait des moments où elle aspirait à la présence de quelqu'un, non pas comme à un sauveur ou à un réparateur, juste, elle a haussé les épaules. Quelqu'un avec qui être, avec qui partager le silence, et que ce silence lui paraisse naturel. J'ai ressenti le besoin de répondre, mais ce faisant, j'ai fixé le dernier accord. La canalisation était réparée. Debout, j'ai épousseté mes genoux, et j'ai souri. Terminé. Votre cuisine est maintenant sauvée. Se levant de table, elle s'est rapprochée de moi. Ses yeux exprimaient une gratitude sincère, loin de la politesse habituelle. C'était celle qui exprimait un « je te remercie ». Ce seul regard était plus profond que tous les mots prononcés lors de 2 mariages réunis. Elle m'a serré tendrement et sincèrement dans ses bras pendant un instant, sans théâtre ni faux semblant. « Merci, Marc, » murmura-t-elle. « Tu n'imagines pas l'importance que cela revêt pour moi. » Je lui ai rendu son étreinte. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti sincèrement désiré. Non par commodité ou par devoir, mais simplement parce que j'étais présente. Nous sommes restés un court instant dans la cuisine. J'ai terminé mon café. Elle m'a généreusement offert des biscuits maison, qui avaient remarquablement survécu au chaos de la nuit précédente. Nous avons discuté de sujets insignifiants, comme la météo et Madame Carter, du coin, qui, avec suspicion, taille ses haies, le soir. Cependant, sous cette conversation informelle, il y avait une douce lueur d'espoir naissant entre nous. Pour l'instant, cela n'avait pas de nom, mais c'était indéniablement réciproque. En partant, le soleil brillait dans le ciel, éclairant la journée d'un éclat radieux. Avant de monter dans ma voiture, je jetai un dernier regard en arrière et la trouvai toujours sur le porche, lui faisant signe de revoir. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une simple réparation. C'était une connexion forgée avec une autre âme, un impact subtil peut-être. De retour à la maison, je me suis lavé les mains et me suis installé sur mon canapé, transformé. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seulement le voisin ou l'homme aux outils, j'étais quelqu'un dont les vies étaient entrelacées. Un sentiment d'anticipation me murmurait que cette histoire était loin d'être terminée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le profond sentiment d'avoir besoin d'agir sur quelque chose de petit, mais de profond. Pas d'appel, pas de SMS, et surtout pas de nouvelles réparations. Un geste plus éloquent que des mots était nécessaire. J'ai préparé 2 tasses de café, une pour moi et une pour elle, me souvenant de sa préférence pour un café léger avec une pointe de miel. J'ai présenté les boissons sur un plateau, et je suis sorti. L'air matinal embaumait un parfum frais de rosée et d'herbes fraîchement coupées. Un silence planait entre 8 et 9 heures, avant que la ville ne s'éveille. Sur sa véranda, Caroline arrosait ses fleurs, son expression pensive contrastant avec un arrosoir patiné. En me voyant, elle s'arrêta un instant, l'air légèrement gêné. « Bonjour », dis-je en lui présentant mon plateau chargé de café. « Pas de réparation aujourd'hui, je vous assure. » Son sourire laissait entrevoir un rendez-vous, mais elle l'écarta rapidement d'un signe de la main dédaigneux, apparemment gênée par ses propres mots. « Je plaisante, » dit-elle. « C'est rare que quelqu'un arrive sans outil, mais avec un geste attentionné.
J'ajoutai même que parfois, j'apporte des beignets, mais seulement les jours fériés importants. Elle me fit signe de m'asseoir sur un vieux banc sur sa véranda, s'installant à côté de moi, une jambe repliée sous elle, comme une enfant. Il y avait une certaine insouciance dans cette action, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point elle tenait fermement sa tasse, comme si elle l'utilisait comme une barrière. Elle me rappela, commença-t-elle, que j'avais négligé le confort d'avoir quelqu'un qui vient simplement s'asseoir à côté de soi, sans problèmes à régler, sans questions à répondre, ni objectifs. Nous sommes restés silencieux un moment. Au fond, un chien aboyait et une tondeuse à gazon vrombissait. La rue s'éveillait peu à peu, mais sa véranda semblait un havre de paix isolé. « Veux-tu raconter des anecdotes qu'à son sujet » demandai-je doucement, sans insister, simplement en lui lançant une invitation tranquille. Elle accepta. « Il s'appelait Robert, dit-elle, et sa voix s'adoucit, se réchauffant légèrement. Nous nous sommes croisés à mes 21 ans. Il travaillait dans une ferme, tandis que j'étais serveuse dans un minuscule restaurant, à 2 pas de là. Vous vous souvenez peut-être de celui-ci, qui a brûlé il y a une dizaine d'années. Celui avec le panneau. Préparez votre propre café. C'est celui-là. J'avais enfilé un tablier blanc et vivais dans la terreur constante de renverser du café sur un client. Robert était un habitué, commandant toujours la même chose. Un café noir sans sucre et 2 croissants. Un sourire éclairait ses lèvres, mais ses yeux brillaient déjà de larmes retenues. Un jour, il griffonna un message sur une serviette en papier. « Essaie de sourire la prochaine fois. Je ne viens pas juste pour le café. » J'ai failli renverser du thé en lisant cela. J'ai souri en retour. Ses souvenirs étaient nets et précis, comme si des photos oubliées depuis longtemps avaient repris vie. C'était un homme ordinaire, poursuivit-elle, peu enclin à l'éloquence, mais capable de transmettre plus de 1000 mots en silence. Il m'a appris à conduire un tracteur. C'est amusant d'imaginer quelqu'un qui a peur même d'une tondeuse à gazon apprendre cette technique, n'est-ce pas ? Elle fondit en larmes, un rire sincère et chaleureux, lui échappant avant qu'elle ne les essuie. Ce jour-là, j'ai heurté le volant, se souvint-elle. Et il dit « Eh bien, maintenant, plus personne ne peut prétendre que tu es invisible. » Nous restâmes assis en silence tandis que ses souvenirs emplaisaient la pièce. J'ai choisi d'écouter plutôt que d'interrompre. Notre relation a duré 16 ans, et même si elle n'a pas toujours été idéale, il y a eu des problèmes financiers, des difficultés professionnelles et des disputes familiales, mais elle était authentique, véritable. Après l'accident de cette nuit pluvieuse et insensée, un faux pas a entraîné sa disparition. Son absence pesait encore lourdement sur elle, même après toutes ces années. Pendant 3 semaines, j'ai refusé de quitter la maison. Le chaton, devenu chat, sautait sur mon ventre pour me faire rire. Ce qui m'a finalement forcé à sortir, c'est un tuyau endommagé, vieux et rouillé, tel un symbole. Comme tout semble se briser quand il ne faut pas, je n'ai eu d'autre choix que d'appeler à l'aide. Ainsi a commencé ma vie sans lui. Elle m'a regardé, et j'ai compris que cette histoire ne concernait pas seulement Robert. Elle parlait de la résilience de Caroline, sa capacité à se souvenir, à rire et à partager. Selon elle, doucement, Robert était une légende locale. Tout le monde connaissait Robert, son rire chaleureux, ses fameux burgers et son talent pour réparer non seulement les objets, mais aussi les cœurs brisés. Quant à moi, je craignais que personne ne me reconnaisse vraiment après son départ. Je lui ai dit « Je te vois ». Elle a semblé interloquée, non pas parce qu'elle attendait ces mots, mais parce qu'ils semblaient provenir pour la première fois de quelqu'un qui parlait non pas par pitié, mais par véritable compréhension. « Merci pour le café, Marc », a-t-elle murmuré. « Merci de m'avoir écouté sans chercher à arranger les choses. J'étais là non pas par compassion, mais par tranquillité. Et bien sûr, pour le café. Nous sommes restés silencieux un moment encore. Un vent agitait les rideaux. Notre environnement semblait à la fois familier et totalement nouveau. Je n'ai posé aucune autre question. Elle n'a rien dit de superflu. Mais avant mon départ, notre regard partagé était d'une richesse qui transcendait les mots. Si quelqu'un avait eu la chance de nous regarder à cet instant, il n'aurait peut-être rien remarqué d'extraordinaire, mais je savais que cette rencontre n'était pas une histoire du passé. C'était le début de quelque chose de nouveau. La normalité semblait revenue. L'eau de la cuisine de Caroline ne stagnait plus,
Une nouvelle canalisation avait été installée et notre rituel matinal tacite du café sur sa véranda devenait une habitude paisible. Notre lien n'était ni amical ni romantique. C'était une connexion unique, propre à nous deux. Ce jour-là, Caroline ne m'accueillit pas avec sa joie habituelle, mais avec un air sérieux. Elle s'assit à côté de moi, me proposa un café, et, au lieu de plaisanter ou de raconter une anecdote, me demanda « Et toi ? Pourquoi restes-tu seule si jeune ?» Cette question me déconcerta. Elle n'était ni accusatrice, ni dictée par la curiosité. Elle était sincère et étonnamment poignante. À vrai dire, je ne me souvenais pas de la dernière fois où quelqu'un m'avait posé cette question aussi doucement, sans préjugés, cherchant simplement à comprendre. J'ai siroté un café légèrement brûlant, ce qui m'a permis de méditer un instant. Il m'arrive de me poser la même question. Elle a hoché la tête subtilement, les yeux fixés sur la rue qui s'agitait peu à peu. Me remémorant le passé, j'ai commencé lentement. Le sujet qui m'habite souvent est celui-là. Nous avons partagé un premier mariage très jeune. Malgré notre affection mutuelle, nous étions tout aussi naïfs et téméraires. Elle aspirait à l'aventure, au voyage et à une vie active. Je recherchais la tranquillité, un foyer et un animal de compagnie. Notre séparation s'est faite à l'amiable, sans dispute. Nous nous sommes simplement éloignés l'un de l'autre, tels deux radios réglés sur des stations totalement différentes. Ses lèvres ont à peine esquissé un sourire lorsqu'elle a répondu. Le second mariage a eu lieu à mes 30 ans. Je croyais avoir déjà tout tracé pour ma vie. J'ai rencontré une femme qui chérissait la sérénité domestique et les routines. Nous nous ressemblions sur bien des points, mais mon penchant pour le travail nous éclipsait. J'étais perpétuellement absorbé par mes tâches, je travaillais pendant les week-ends, et je dînais même avec mon ordinateur portable comme compagnon. Il me semblait que je créais un avenir pour nous. Mais ce qu'elle désirait, c'était que j'existe simplement, pas seulement physiquement, mais véritablement. Elle m'interrogea doucement, me demandant ce qui s'était passé. Elle déclara qu'elle était lasse de cohabiter avec un spectre. Elle expliqua qu'un foyer ne se résumait pas à 4 murs et un toit. Il s'agissait d'être présent. Je ne contestais pas ses paroles, car au fond de moi, je savais qu'elles contenaient la vérité. Il y eut un silence gêné, car il me semblait étrange d'aborder de tels sujets. Non pas par honte, mais parce que je n'avais pas souvent repensé à ces étapes de ma vie. Elles avaient été dissimulées sous des couches d'habitude, de cynisme et de tâches quotidiennes. Et maintenant, elles étaient exposées au grand jour. Après le second divorce, je n'ai plus eu de relations sérieuses. Il m'arrivait de prendre un café ou de regarder un film avec quelqu'un. Mais j'ai appris à craindre les relations. Pas les autres, mais moi-même, craignant de m'enfoncer à nouveau dans mon travail, dans mes pensées, dans mon besoin de contrôle. Caroline garda le silence, mais ce n'était pas un silence vide. Elle m'a accordé toute son attention, ce qui m'a procuré un sentiment de sérénité. J'ai donc répondu par un sourire. Me voilà, à 39 ans, transportant divers outils dans mon camion, prodiguant des conseils non sollicités et partageant une routine inhabituelle. Prendre un café sur la véranda avec ma voisine. Elle m'a souri en retour. Ce n'est pas le rituel le plus désagréable, a-t-elle remarqué. Ni la pire compagnie, a-t-elle ajouté. J'ai croisé son regard. Dans ses yeux, j'ai perçu le même profond silence que l'on ne trouve que chez les personnes qui ont affronté une perte mais qui restent résilientes. Un changement s'est opéré en moi. J'avais l'impression que mes paroles n'étaient pas seulement prononcées, mais comprises, acceptées et non critiquées. « As-tu encore peur ?» a-t-elle demandé de manière inattendue. Oui, j'ai admis, j'ai peur de me retirer à nouveau, d'offrir de l'espoir à quelqu'un pour ensuite le décevoir, qu'il serait plus simple de partir que de rester. Elle a hoché la tête doucement, semblant réfléchir à mes paroles. Puis elle a dit « Et j'ai peur de ne plus jamais rien ressentir de profond. Je me suis tellement habitué à la solitude que je ne sais plus comment interagir avec quelqu'un, même si j'en ai envie. Nous avons passé un long moment en compagnie silencieuse. Dans ce silence, une compréhension plus profonde que les mots ne pourraient l'exprimer. Car nous avions un point commun. Nous étions toutes deux lasses par la peur, mais incertaines quant à la confiance. Pourtant, elle a parlé, reconnaissant notre vulnérabilité après une pause, et cela semblait sincère. Quant à moi, j'ai reconnu votre attention.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes restées silencieuses pendant encore 20 minutes, sans nouveau sujet ni pression, profitant simplement de la présence de l'autre. Aucune promesse ni attente n'a été échangée à cet instant. Au contraire, nous avons trouvé du réconfort en sachant que deux âmes incertaines se sentaient des moins seules que la veille. Alors que je m'apprêtais à partir, elle m'a doucement touché la main et m'a proposé de venir la voir demain, sans raison apparente. J'avais déjà l'intention de revenir, lui ai-je dit avec un sourire. Ce n'était pas une journée exceptionnelle, mais elle nous a permis de nous sentir un peu moins seuls. Pour la première fois, je voyais mon passé non pas comme une succession de bévues, mais comme une précieuse expérience. Dans son regard, il n'y avait aucune compassion, seulement l'inauguration d'un nouveau chapitre. La journée commença par un coup de fil. Il était 18 heures, et la conversation fut vive, presque décontractée. Caroline me suggéra de passer, si j'avais un peu de temps libre. Elle a fait une tarte aux pommes. Cela me semblait banal, un truc qu'on entendrait peut-être d'un proche pendant les vacances ou d'un collègue à l'heure du déjeuner. Pourtant, après cet appel, je restais dans ma cuisine à contempler le réfrigérateur, comme s'il dissimulait la solution pour choisir ma tenue. N'était-ce pas absurde ? J'avais 39 ans. J'étais allé chez elle à maintes reprises pour des problèmes de plomberie, des portes qui grinçaient et des ampoules grillées. Mais cette fois, c'était pour une tarte, et ce changement fit toute la différence. J'enfilai une chemise propre et me passai même un peigne dans les cheveux, même si cela n'eut probablement que peu d'effet. En partant, je me suis regardé dans le miroir et me suis rassuré. Ce n'était qu'une visite amicale, Marc. Évite de faire des bêtises. Le soleil déclinait, projetant une atmosphère automnale. Sur le porche de Caroline se dressaient deux citrouilles décoratives. L'une authentique, l'autre, visiblement un vieux pot de peinture teinté en orange. Elle m'a accueilli avec un sourire de sa place, vêtue d'un tablier, et s'essuyant les mains avec une serviette. « Tu es arrivé, a-t-elle dit. J'avais craint que les pommes cuites ne restent inutilisées. Je ne manquerai jamais de respect à de tels délices culinaires, ai-je répondu en entrant chez elle. L'air intérieur embaumait la cannelle, la vanille et le parfum familier de la demeure d'une grand-mère. Un mélange de chaleur, de réconfort et d'un soupçon de poussière de vieux livres. Elle a prévenu que la tarte était encore chaude, mais Oliver et elle en avaient déjà dégusté une part. Le félin a approuvé, ai-je remarqué en m'asseyant à sa table. Nous avons échangé un moment de plaisanterie. En prenant ma première gorgée de thé, un bol de crème fouettée apparut. Juste à ce moment, un coup sec retentit dans la pièce, comme une cuillère heurtant un verre. Nous nous raidîmes tous les deux. « C'était le facteur ou Madame Whittaker ?» murmura Caroline. « Le facteur n'arrive pas si tard. » J'avalai presque mon thé de surprise. Madame Whittaker, connue comme la matriarche régnante du réseau de commérage du quartier, avait 72 ans. Une veuve avec une ouïe fine comme celle d'une chauve-souris, une vue perçante comme celle d'un aigle et une langue aussi pointue que dans un rayon de 8 pâtés de maison. Elle détenait des secrets sur des gens dont ces mêmes personnes n'avaient pas encore conscience. L'éviter n'était pas envisageable, me prévint Caroline. Elle avait remarqué ma voiture. Je me levai, m'apprêtant à me faufiler discrètement par la porte de derrière. Mais il était trop tard. La porte grinça et elle se tenait là, vêtue d'un manteau violet, serrant contre elle un sac à main qui semblait toujours chargé de carnets secrets. Ses sourcils se sont arqués lorsqu'elle nous a repérés à la table. Caroline passa par là, et Madame Whittaker remarqua la tarte, les tasses de thé et moi dans son regard, ce qui la poussa à s'arrêter. Caroline invita Madame Whittaker à entrer, s'efforçant de garder son calme. Oui, Madame Whittaker remarqua l'odeur de cannelle, ajoutant qu'elle ne s'attendait pas à des visiteurs. « Voici Marc, » expliqua Caroline, « mon voisin qui m'aide à la plomberie et à la dégustation de tartes. » Madame Whittaker entra dans la pièce comme un nuage. Elle haussa un sourcil à l'évocation de la plomberie et se leva pour la saluer. Après un rapide examen, elle me regarda, puis la tarte, puis de nouveau moi. « Eh bien, Marc, vous semblez bien soigné pour un bricoleur. Je m'efforce de ne pas ternir l'image d'un ouvrier qualifié, » répondis-je avec un sourire. Un moment de silence gêné s'ensuivit avant que Caroline ne tente de le rompre. « Voulez-vous une part, Madame Whittaker ?» Elle hésita.
puis dit qu'elle n'était pas venue pour ça, mais qu'une petite pourrait peut-être faire l'affaire. Bientôt, nous étions assis dans un triangle inconfortable de cannelle et de tension. Caroline révéla diplomatiquement que les pommes provenaient de son arbre personnel. Madame Whittaker scruta mon col de chemise comme s'il dissimulait des informations top secrètes. Pendant ce temps, je luttais pour ne pas m'étouffer. Finalement, elle s'enquit de la durée de votre amitié, employant le ton d'un chat avant de bondir. Caroline répondit que vous êtes de bons voisins. Parfois nous échangeons café, pommes et conseils de plomberie, ajoutai-je. Après de nouvelles discussions inquisitrices, Madame Whittaker finit par se lever. Très bien, dit-elle en partant sans hâte. La tarte est excellente. Peut-être qu'un jour je vous inviterai à prendre le thé, Marc et Caroline, ensemble. Nous l'accompagnâmes jusqu'à la porte en silence. Dès qu'elle se referma, nous poussa un soupir de soulagement. Cela faisait penser à une inspection incendie, dis-je. Plus angoissant, rétorqua Caroline. Elle ne se contente pas d'inspecter, elle publie un bulletin mensuel de quartier. Vous croyez que nous avons fait la une des journaux ? Sans aucun doute, nous sommes déjà dans son carnet. Nous avons tous les deux éclaté de rire, de bon cœur et sans retenue, car la situation n'avait plus d'importance. Dans une agitation habituelle, la rue aurait pu s'animer autour d'une veuve et de son homme à tout faire. Pourtant, cette fois-ci, nous étions indifférents. Je suis resté une demi-heure de plus. Nous avons fini la tarte. Oliver miaula de contentement depuis le rebord de la fenêtre, et le crépuscule laissa peu à peu place à la nuit. Incroyablement, ce fut l'un des moments les plus vivants, et pourtant les plus simples que j'ai vécus depuis longtemps. Rien de spectaculaire ne se déroulait, juste une tarte parfumée à la cannelle, une voisine, Madame Whittaker, et son regard pénétrant. À cette pensée je songeais. Si la vie est faite de petits incidents, celui-ci était indéniablement précieux à préserver. Je n'avais prévu que de réparer le portail. C'était une modeste tâche, que je m'étais promis d'accomplir une semaine auparavant, alors que Caroline et moi, naviguant nos pas hésitants et nos paroles mesurées, conversions déjà comme si nous nous connaissions depuis des lustres, le portail s'obstinait à se bloquer et à grincer, ne s'ouvrant qu'après de multiples tentatives. C'était un de ces désagréments quotidiens qu'on s'habitue à supporter jusqu'à ce que quelqu'un propose de s'en occuper. Et c'est exactement ce que j'avais fait. C'était un samedi ensoleillé et chaud. Le soleil filtrait à travers les branches des arbres, et les feuilles murmuraient comme une vieille musique. Je suis arrivé équipé d'une perceuse électrique, d'une boîte à outils et d'une heure de travail estimée. Elle était déjà là, vêtue d'une chemise ample à manches courtes, avec une poche spacieuse d'où dépassait un crayon. Elle semblait prête non seulement à observer, mais aussi à aider. J'ai remarqué sa préparation avec un sourire. Si c'est ma maison, je devrais être complice de chaque tâche, a-t-elle dit en m'offrant un verre de limonade. Apparemment, ce n'était pas comme l'incident de la canalisation où tu as paniqué. Paniqué ? ai-je demandé avec surprise. Tu as fait preuve de plus de courage que moi. Au moins, tu ne t'es pas évanoui, a-t-elle gloussé. Nous avons commencé à travailler sur le portail, rien de compliqué, juste du graissage, de nouvelles charnières et des boulons resserrés. Cependant, le travail avançait tranquillement. Elle était assise près de moi, une boîte de vis à la main, commentant mes actions en continu, comme une commentatrice sportive à la retraite. Prenant la clé à laine, Caroline laissa entendre « Éjectez le commentateur !» plaisantai-je. « Sinon, je devrais instaurer une amende. Je n'ai que des biscuits. » répondit-elle. « D'accord, nous rîmes. » Le rire n'était ni forcé ni bruyant, mais naissait naturellement de la facilité. Vers midi, la plupart des tâches accomplies, elle m'invita à prendre le thé. Pendant que je me nettoyais les mains, elle prépara la table. Un soleil chaud et poussiéreux filtrait par la fenêtre, créant une atmosphère vintage. Elle me dit « J'avais peur que ma maison finisse par se transformer en un espace vide rempli d'objets insignifiants. Mais aujourd'hui, je m'y sens à nouveau chez moi. » Je restais silencieux, m'asseyant et prenant ma tasse. Parfois, le silence est plus éloquent que les mots. Après avoir fini son thé, elle disparut un instant avant de réapparaître, serrant contre elle une vieille boîte en carton. Cette boîte, m'avoua-t-elle, prenait la poussière depuis des années, sans jamais trouver le moment d'en trier le contenu. Aujourd'hui, cependant, me semblait le jour opportun. Je jetai un coup d'œil à la boîte et remarquai les mots «
Robert 1978-1981. Écrit à l'encre délavée sur le couvercle. Des lettres, expliqua-t-elle, qui arrivaient presque chaque semaine de lui pendant son service militaire. À cette époque, je me préparais à devenir infirmière, et il était en poste quelque part au Texas. Nous nous rencontrions rarement, seulement une fois par an. Le reste de notre relation se maintenait par lettres. Chaque lettre était attendue avec impatience, comme une bouffée d'air frais. Elle ouvrit alors la boîte et prit la première enveloppe. En voyant la date, août 1979, elle lut à voix haute. « Lynn, j'ai vu 2 cerfs aujourd'hui. L'un est passé tout près, l'autre est resté au loin. Et je me suis dit, c'est nous. Tu es toujours plus près que je ne le pense, et je suis la seule à faire semblant de ne rien ressentir. » Sa voix tremblait légèrement en lisant ces mots. Je suis resté immobile, non par jalousie ou par gêne, mais parce que sa façon de lire donnait l'impression que sa voix était toujours proche. Pourtant, elle ne pleurait pas. Ses yeux brillaient, non seulement de douleur, mais aussi de gratitude. Je n'avais jamais imaginé partager cette partie de ma vie avec qui que ce soit auparavant. Robert était tout pour moi, et je craignais que cela ne gâche quelque chose. Elle a interrompu sa lecture, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. J'ai pris avec précaution une des lettres, la berçant comme un artefact ancien. « En quoi est-ce que je crois ?» J'ai dit, « Ton cœur n'est pas scellé. Il se souvient, il aime, mais il ne se ferme pas parce qu'on laisse entrer quelqu'un. Cela demande plus que de la confiance, il faut du courage. » Elle n'a pas répondu, mais sa main a rencontré la mienne, et cela a suffi. Nous avons passé le reste de la journée à parcourir les lettres, à nous remémorer le passé, et à rire aux blagues que Robert avait griffonnées au dos des enveloppes. Une lettre avait été écrite pour moi dans le futur, me rappelant la profondeur de mon amour, de peur d'oublier. Je songeais que l'amour ne s'efface pas avec le temps, mais évolue vers une émotion plus profonde, plus calme et plus authentique. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, j'annonçais qu'il était temps de se séparer. Elle m'escorta jusqu'au portail, qui s'ouvrait désormais sans effort et sans bruit. Caroline remarqua, le poussant doucement. Il ne fait plus de bruit. Contrairement à certains voisins, je lui fis un clin d'œil. « Je n'oublierai pas ce samedi, » dit-elle sérieusement. « Pas à cause du portail, mais à cause de la liberté que j'ai ressentie. » J'acquiesçai, sans avoir besoin de mots. Ce jour-là n'était pas seulement une réparation, c'était un moment où un petit geste ouvrait quelque chose de profond, comme une porte qui grinçait depuis longtemps et qui s'ouvrait maintenant sans à-coups. Dans notre rue, Halloween avait toujours été une fête unique, caractérisée par son vacarme, sa luminosité, son abondance de guirlandes lumineuses, de citrouilles sculptées et d'enfants costumés courant de maison en maison avec des seaux de bonbons. Mais cette année, quelque chose semblait avoir radicalement changé. C'était peut-être l'ambiance, ou peut-être moi-même, qui changeait ma perspective. Ce soir-là, nous nous sommes réunis devant la résidence Whittaker, où se tenait chaque année une fête de quartier multigénérationnelle. Il y avait du cidre chaud, des biscuits au gingembre et un concours de costumes officieux que le petit-fils de Madame Whittaker remportait inexplicablement chaque année. J'ai fait mon apparition, vêtu d'un pull couvert de toile d'araignée et d'un chapeau à l'effigie de Jack Skellington. Je me suis retrouvé assis sur un banc près du feu, à regarder les gens s'amuser et à écouter la musique. Tout me semblait familier jusqu'à l'arrivée de Caroline. De loin, elle se tenait à l'entrée du jardin, attendant son tour comme une actrice, et lorsqu'elle s'avança, toute la rue sembla s'immobiliser, impatiente. Même les enfants cessèrent momentanément de taper sur le trottoir avec leurs seaux de bonbons. Elle portait une robe blanche identique à celle emblématique de Marilyn Monroe sur la photo de la galerie, ses cheveux blonds bouclés et ses lèvres d'un rouge vif, comme tirées d'un vieux film. Sa démarche était assurée, ni provocatrice ni ostentatoire, mais gracieuse. On aurait dit qu'elle ne se contentait pas d'imiter Marilyn, mais qu'elle incarnait, l'espace d'un instant, son esprit radieux et courageux, subtilement voilé par une pointe de mélancolie. La foule, habituellement absorbée par ses téléphones, restait immobile. Les femmes murmuraient entre elles, certaines sceptiques, mais plus étonnées que critiques. Les hommes. Disons que quelques chopes de cidre ont été renversées par accident. Et au milieu de tout cela, elle ne quittait son regard que pour moi. Ni suggestivement, ni par espièglerie, mais avec une chaleur qui suggérait qu'elle avait choisi de se sentir vivante. Ni jeune, ni au centre de l'attention, mais vivante.
La révélation m'a frappé plus fort que n'importe quel costume de théâtre. Debout, je me suis retrouvé sans voix, incapable de terminer ma phrase. Devine qui je suis, sourit-elle. Tout le monde le sait sûrement, rétorquai-je. Pourtant je perçois plus. Vraiment ? Que vois-tu ? Caroline, je l'ai compris, ne se contente plus d'être commode. Finalement, a-t-elle admis, comme si un fardeau s'était allégé, nous nous sommes assis ensemble. Malgré le bruit et les bavardages qui régnaient dans la pièce, un silence réconfortant nous enveloppait. Madame C., Whittaker, s'approcha rapidement, les yeux brillants de son habituel mélange de suspicion et de malice. « Caroline, remarqua-t-elle, on dirait que vous êtes en costume ce soir. »« On pourrait dire audacieuse, et peut-être un peu folle, » ajouta Caroline. « Vous comprenez bien que demain, tout le quartier parlera de vous, » dit la vieille dame en ajustant son chapeau de feutre, qui ressemblait à une tasse à café renversée. « Laissez-les faire, » répondit calmement Caroline. Le sujet de sa démarche grinçante n'était pas une nouvelle source de discussion. J'ai réprimé un petit rire. Vers la fin de la fête, des adolescents ont cherché à la prendre en photo. Caroline a ricané, a posé, et à cet instant précis, elle semblait avoir non pas 59 ans, mais 28. Ce soir-là, l'âge semblait inexistant. J'étais plus que ravi. J'étais fier d'elle, de nous, et de notre apprentissage commun de la vie. Je n'ai pas vu une telle attention photographique depuis des années. Ai-je commenté en partant. Je ne me suis pas senti comme ça depuis longtemps, a-t-elle répondu. Et qu'est-ce que ça faisait ? D'abord effrayant, puis comme si on me débarrassait de la poussière de l'âme. Finalement, c'était léger. Peut-être que l'année prochaine tu seras Audrey Hepburn, et toi ? Elle a haussé un sourcil interrogateur. Peut-être Clark Gable, si je pouvais me laisser pousser la moustache. Fais preuve de retenue, Marc, pour toi et pour le monde. Nous avons vraiment ri. Non pas par hilarité, mais parce que c'était libérateur. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai éprouvé le sentiment d'être désiré. Non pas comme un homme à tout faire, un voisin ou un jeune homme, mais simplement comme une personne, inconditionnellement et naturellement. Pour la première fois, Caroline était plus que ma voisine, ma veuve ou ma femme de ménage. Elle rayonnait de lumière, même dans la pénombre. La journée s'est déroulée sans incident, rien d'exceptionnel. J'ai passé la matinée à trier des documents et à bricoler un peu dans le garage. Les restes du tas de feuilles brûlées sont restés dans un seau. Pour le déjeuner, j'ai préparé une soupe qui s'est avérée meilleure que prévu. Au milieu de toute cette routine, une mélodie réconfortante, sans paroles, résonnait, comme une chanson douce et silencieuse. Caroline a appelé à 6 heures pour demander si elle pouvait apporter quelque chose pour le thé. Elle avait des biscuits au citron et, à vrai dire, préférait ne pas passer la nuit pluvieuse seule. Le dîner et le café sont offerts, avec une dose supplémentaire. Et de la musique, mentionna-t-elle à 2 reprises, résonnant dans la pièce. La pluie commença doucement. Non pas une forte averse ni un orage, mais un léger murmure qui murmure à travers les fenêtres, danse sur les toits, et réveille des souvenirs agréables. À l'intérieur, où nous logions, la lumière était réconfortante, avec une touche jaunâtre rappelant de vieilles photos. Un disque vinyle jouait Moon River. Elle arriva avec des biscuits dans un bocal, soigneusement enveloppés dans une serviette brodée. Notre repas fut simple, des pâtes servies avec de la sauce, une salade de roquettes fraîches et du pain parmesan grillé parfaitement croustillant. Nous avons parlé, non pas des mystères de la vie ni de pensées profondes, mais d'histoires de vieux films, de recettes ratées, et de la raison pour laquelle Olivier le chat choisit la couverture rouge pour dormir. Tu crois qu'il est secrètement communiste ? Elle rit. Ou peut-être juste un décorateur d'intérieur extrêmement exigeant, suggérai-je. Après le dîner, nous avons laissé la vaisselle sur la table de la cuisine, allumé le lampadaire, et nous sommes installés sur le canapé, d'abord proche, mais intouchable. La musique s'est tue, laissant place au rythme des gouttes de pluie, et à un silence omniprésent, non pas vide, mais empli de mots non prononcés. Ses doigts effleurèrent les miens, avec douceur, comme une plume, mais ce contact subtil résonna plus fort que tous nos échanges verbaux. Je n'ai pas immédiatement croisé son regard. J'ai plutôt regardé par la fenêtre les gouttes de pluie tracer de fines traînées sur la vitre. Dehors, une lampe brillait, jaune et apaisante, comme les yeux vigilants d'un chien toujours éveillé. Elle m'observait. « Crois-tu que la vie nous accorde une seconde chance pour une raison ?» murmura Caroline. Je suis resté silencieuse un instant, non pas par manque de mots,
mais pour préserver la tranquillité de l'instant. Peut-être, ai-je répondu, ou peut-être que la vie s'est simplement lassée de notre évitement. Je ne m'évite pas, dit-elle doucement, du moins pas pour l'instant. Moi non plus. Pendant près d'une heure, la pluie persista, ajoutant à l'enchantement. Là où le monde extérieur était chaotique, à l'intérieur régnait la tranquillité. Vous souvenez-vous de notre premier échange après la rupture de la canalisation ? Demanda-t-elle. Oui. J'avais d'abord cru qu'il s'agissait simplement d'une entraide. Mais il s'avéra que c'était une invitation à un tout nouveau voyage. À l'époque, j'hésitais même à demander de l'aide. Je craignais de paraître impuissant, et j'appréhendais de paraître trop intéressé. Elle rit doucement, un son délicat, et posa sa tête sur mon épaule. Je restai immobile, respirant simplement et écoutant la pluie. « J'ai peur que tout cela ne soit qu'un conte de fées, » dit-elle brusquement, « et qu'il finisse un jour. Et j'ai peur de ne pas trouver le courage d'aller jusqu'au bout, » répondis-je. Elle me regarda intensément. Ses yeux brillaient de sentiments non exprimés, accumulés au fil des ans. « Je ne cherche ni un conte de fées, ni un prince, mais simplement un camarade honnête. Une compagne à mes côtés sous la pluie et le soleil, une quête que j'ai poursuivie toute ma vie sans même me rendre compte qu'elle était déjà une voisine. Nous n'avons jamais discuté d'avenir, pris aucun engagement, ni rien planifié. Un soir, nous nous sommes retrouvés sous cette douce lumière, sous la pluie. Lorsqu'elle est partie, il n'y a pas eu de longs adieux, juste un hochement de tête. Ses doigts ont effleuré la mienne et, au moment de partir, elle a dit « Demain, il fera peut-être beau, mais je me souviendrai de cette pluie. » Je me suis attardé près de la porte, regardant dehors, la lueur du lampadaire encore allumée. Le dimanche matin, tranquille, s'est déroulé, conservant l'arôme du café de la veille, et une brise inhabituellement douce soufflant par la fenêtre ouverte. Nous nous dirigions vers la maison de Caroline, car nous avions convenu de regarder un vieux film en noir et blanc, et de préparer sa fameuse soupe. Juste au moment où j'arrivais à sa porte, une voix a retenti. « Et à quoi penses-tu, maman ?» La voix féminine était ferme, non seulement pleine de colère, mais aussi de frustration teintée d'inquiétude. Je m'arrêtai à quelques pas de la porte, tandis que Caroline me faisait signe d'entrer. Le calme se lisait sur son visage, mais une tension persistait aux commissures de ses lèvres et de ses yeux, reflétant la sincérité qui avait jadis révélé les lettres de Robert. Dans le salon se tenait une femme d'environ 35 ans, grande, droite, le regard perçant. Les bras croisés, elle tourna rapidement son regard vers moi dès mon arrivée. « Vous devez être Marc, » répondis-je d'un hochement de tête. « Et moi, je suis Émilie, la fille. » Elle se tourna vers Caroline. « La situation est grave, n'est-ce pas ?» Caroline respira profondément, la voix posée. « Oui, il a 59 ans, et cet homme en a 39. Le problème, c'est que je suis toujours là, et je ne peux plus feindre la satisfaction avec de simples livres, le jardin et la télévision du soir. C'est absurde. Est-ce une sorte d'histoire d'amour avec un homme plus jeune ?» murmura doucement Émilie. « Mais je t'adore profondément. Mais je ne laisserai pas ma vie être dictée par les ragots du quartier ou l'approbation de qui que ce soit. Ce n'est pas une question de voisins, maman, c'est de toi. Je m'inquiète. Que diront-ils ? Que pensera la famille ? Si je te questionnais, qui parmi eux me soutient constamment la nuit ? Qui m'écoute quand je souffre ? Qui est là quand le temps se gâte et que la solitude n'est pas réconfortante ? Je restai silencieuse à proximité, m'abstenant de m'immiscer. Ce n'était pas à moi de résoudre ce conflit. C'était à elle de dire la vérité. « Maman, » le ton d'Émilie s'adoucit, « mais il est tellement plus jeune. Et alors ?» Pour la première fois, Caroline parla avec force. J'ai passé la moitié de ma vie à pleurer, à rester silencieux, à vivre dans un confort engourdi. Et maintenant que j'ai recommencé à respirer, tu veux que j'arrête ? Un silence s'abattit, comme si le temps s'était arrêté. Puis Caroline prononça des mots qui résonnent encore en moi. « À 59 ans, je choisis de vivre tant que je suis en vie. » Est-ce mal ? Émilie regarda par la fenêtre, se détournant de moi quelques instants avant de s'installer au bord du canapé. « J'ai peur que tu sois blessé à nouveau, » dit-elle, « que tu investisses dans quelque chose. Mais j'ai déjà été blessé, j'ai déjà vécu dans le silence, et je comprends que la douleur la plus atroce vient de ne pas vivre sa propre vie. » Je me rapprochai, en silence, et m'assis à côté d'elle. Émilie me regarda de nouveau,
dénué d'hostilité. Son regard reflétait l'épuisement et une supplication discrète. Et toi? Es-tu sincère? Ou est-ce pour la frime, une sorte de théâtre? Je lui avouai mon honnêteté. Je ne sais pas ce qui m'attend dans un an, mais je sais qu'à présent, je ne peux pas concevoir de survivre sans elle. Et elle hocha la tête, gardant le silence avant de se lever. Je reviendrai après réflexion. Elle partit doucement en fermant la porte. Je me tournai vers Caroline, assise en silence, mais semblant plus sereine que triste. Peut-être étais-je intrusif, suggérai-je. Non, rétorqua-t-elle. Au contraire, tu étais parfaitement à ta place, me permettant de tout exprimer ouvertement. Comment te sens-tu maintenant? Comme si je ne me cachais plus à moi-même. Même si les circonstances changent demain, je me souviendrai que, pour une fois, la peur n'a pas dicté mes choix. Ce jour-là, nous n'en avons pas discuté davantage. Au lieu de cela, nous avons préparé des légumes, regardé un film et ri sous cape lorsque le protagoniste a trébuché sur son ombre pour la 5e fois. Cependant, à la moitié du film, lorsqu'elle m'a tendu une autre tasse de thé, je l'ai regardée et me suis dit que nos phrases les plus redoutées sont peut-être celles qui nous libèrent. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. Parfois, Marc se lève avant l'heure, préparant le café avant que Caroline n'entre dans sa cuisine, vêtue d'un vieux pull en laine, en disant que l'air sent la pluie aujourd'hui. Il répond par un commentaire sur son odeur habituelle de café et d'espoir. Ils ne sont pas le couple idéalisé des cartes de vœux ou des films romantiques. Ce sont plutôt des personnes authentiques, voisins, amis, parfois partenaires de danse en cuisine, parfois adversaires discutant de l'emplacement du composteur. La transformation de la vie de Marc a commencé cette nuit-là, lorsque Caroline a frappé à sa porte à minuit. 17 minutes plus tard, il se retrouvait dans sa cuisine inondée, en pleine agitation. Ce n'était ni un événement dramatique, ni un bouleversement. C'était semblable au fendage silencieux du bois qui repousse après un long hiver, doux, progressif, mais durable. Émile Thiault, la filleule de Caroline, lui rend rarement visite maintenant, mais sans l'antagonisme qu'elle affichait auparavant. Elle observe sa mère rire plus souvent et respirer plus profondément. Un jour, en plaisantant, elle a suggéré à Marc, s'il devait un jour lui acheter un autre vase, de s'assurer qu'ils ne viennent pas d'un magasin de bonnes affaires. Ils ne sont pas encore officiellement de la même famille, mais ils partagent quelque chose d'important. Oliver le chat continue de dormir sur la couverture rouge, maintenant chez Caroline. Il semble préférer un humain à Marc, mais cela ne le dérange pas. Au contraire, il savoure d'avoir un autre partenaire d'entraînement pour le canapé. Chaque samedi, ils continuent de préparer la même soupe aux légumes et au pain grillé, et chaque dimanche, ils écoutent quand un Frank Sinatra. Caroline chante légèrement faux, et Marc feint l'ignorance. Pourtant, c'est son passage préféré. Parfois, les gens en ville les reconnaissent. Certains jettent des regards curieux, d'autres sourient, mais ils ne prêtent plus attention à ces observations. Vous souvenez-vous de mes préoccupations constantes concernant l'opinion publique? Un matin, au petit déjeuner dans le jardin, Caroline m'a demandé « Tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt ?» Ce à quoi j'ai répondu affirmativement. Oui, sur le fait que les gens feront toujours des commentaires, mais que nos vies ne sont pas leurs films, et que nous ne sommes pas parfaits, mais authentiques. Elle a acquiescé d'un hochement de tête et d'un sourire en me resservant du café. Puis elle a confié. Ces 17 minutes de cette nuit-là ont été terrifiantes, chaotiques et humides, et pourtant, sans elle, je vivrais encore en silence. J'utiliserais encore le ventilateur pour noyer mon cœur. Nous avons touché nos doigts par-dessus la table. Pas de déclaration extravagante ni de drame, car la vie n'est pas un spectacle. Ce sont ces moments inattendus qui vous transforment profondément de l'intérieur, et c'était vraiment la chose la plus heureuse qui soit arrivée.